Alors salut à tous, bienvenue dans ma première vidéo. Donc je vous préviens tout de suite, je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube, c'est la première fois que je fais un vidéo montage. Donc je suis déjà désolé pour la qualité de cette vidéo. Et en fait voilà, je me suis lancé dans cette vidéo tout simplement car j'ai vu plusieurs autres vidéos sur YouTube sur l'analyse de cette bande-annonce, des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, et j'étais pas satisfait. Donc, j'ai mené moi-même ma propre enquête pour savoir décrypter ce qui va à peu près se passer. Voilà, on commence tout de suite. Première scène, on retrouve le château de Poudlard. Donc direct, on voit que des scènes du film vont se dérouler dans le château. Donc un lieu qu'on connaît et probablement ça va mettre en rapport les animaux fantastiques avec tout simplement les étudiants de Poudlard et les professeurs. Donc voilà, c'est un premier point que je trouve assez positif de retrouver ce qu'on connaît, ce qu'on a connu quoi dans les Harry Potter. Donc voilà, j'ai lu beaucoup d'articles sur cette scène qui fait un peu polémique car on voit des individus transpanés dans le château de Poudlard. Bon, c'est pas vraiment le château, c'est le pont qui mène au château, donc on peut penser que c'est des gens assez importants. Car on sait que tout simplement on a interdiction de transplaner à l'intérieur du château car il y a des sortilèges d'anti-transplanage qui nous en empêchent. Et donc on peut penser que c'est peut-être des gens importants qui ont une autorisation spéciale qui leur permet tout simplement de transplaner dans ce château. Et de toute façon je pense que la suite en novembre, le film nous expliquera qui sont exactement ces gens. De toute façon moi je vais l'expliquer plus tard. Et tout simplement, je pense que tout sera plus clair une fois qu'on verra le film avec les détails de pourquoi des gens transplanent à l'intérieur du château. J'ai des questions à vous poser, professeur. En voilà une surprise. On se retrouve dans la salle que nous on connaît en tant que salle de cours des défenses contre les forces du mal. Là, dans cette scène, vu la décoration, j'ai l'impression qu'elle ne sert pas forcément à ça, étant donné qu'en plus, on retrouve Jude Law, donc Albus Dumbledore, qui est professeur de métamorphose. Donc je ne sais pas s'ils utilisent cette salle comme cours de métamorphose ou c'est juste il a décidé de recevoir ces individus dans cette salle. Donc en ce qui concerne ces individus, donc je me suis renseigné et effectivement ce sont des aurores du ministère de la magie. Donc l'individu qui lui parle avec le chapeau, c'est Torquil Travers. Donc c'est un donc je sais pas si c'est un aurore, mais en tout cas il travaille dans le ministère de la magie et il fait partie d'une famille donc entre guillemets de sang pur. Donc on peut tout de suite, je pense, l'assimiler à Gellert Grindelwald, car je pense que étant donné qu'il se désigne de famille de sang pur, sans doute il partage l'avis de Gellert Grindelwald sur la suprématie des sorciers de sang pur sur tout simplement les moldus. On peut aussi voir à ses côtés, euh, donc on verra après quand ça sera plus proche, qu'il y a Thésée Dragono qui est aussi un aurore et qui est le frère de Norbert Dragono. Donc pareil, on peut penser tout simplement que, étant donné qu'il se retrouve là à interroger Dumbledore avec son patron Torquil Travers, on peut penser que au début du film, Thésée est peut-être dans le camp des gens qui soutiennent Grindelwald. Euh, il faut aussi savoir que donc Thésée est fiancé à Leta Lestrange, qui est donc l'ancienne fiancée un peu de son frère, et qui fait partie donc d'une famille aussi de sorciers qui revendiquent la pureté du sang. Donc on peut penser que Thésée se retrouve un peu entre deux chaises, entre son patron et sa fiancée qui prônent la pureté du sang et sans doute la suprématie des sangs purs sur les moldus et son frère qui combat tout ça. Donc je pense que ça va être une partie du film qui sera très axée sur ça.
Et donc voilà, donc aussi ça répond un peu à la question de transplanage. C'est des gens tout simplement du ministère, donc je pense qu'ils ont tout simplement une autorisation spéciale pour tout simplement se rendre à l'école en cas de danger ou je ne sais quoi. Le bruit court que Norbert Dragono doit se rendre à Paris. Donc dans cette scène, on apprend que Norbert doit se rendre à Paris. Donc ça nous donne un nouveau lieu pour sûr d'où va se dérouler l'action. Bon, on le savait déjà un peu. Donc là, c'est sûr, les scènes vont se passer à Paris. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore? Donc l'interrogatoire d'Albus se poursuit. On voit que c'est clairement pas un interrogatoire amical. Il est entouré donc des aurores. Il y en a même deux derrière lui. Donc on voit que c'est vraiment un interrogatoire. On apprend que donc Norbert se rendrait à Paris sous les ordres d'Albus. Euh, Dans les scènes suivantes, donc on voit les deux sur les toits de Paris, donc ça confirme l'hypothèse des aurores. Donc on peut clairement conclure que nos deux protagonistes vont œuvrer ensemble dans les rues de Paris pour une mission, on l'ignore encore, mais on va la voir par la suite. Je vais vous expliquer de quoi retourne cette mission à Paris. Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres. Donc cette scène, elle m'a l'air aussi très importante. Je pourrais pas vous dire si ça a l'air d'être un flashback ou si c'est quelque chose qui va se passer. J'hésite un peu parce que Gellert Grindelwald a l'air d'avoir la coupe, la même coupe que dans Les Animaux Fantastiques, le premier. Du coup, je me dis que ça peut être un flashback, mais ça peut aussi très bien être quelque chose qui va se passer étant donné que il va sans doute s'évader de la prison. Et là, en fait, on voit donc que c'est tout simplement une assemblée de ses partisans avec lui en son centre. Et il a accompagné, on la reconnaît avec la forme de son chapeau, de Vinda Rosier, qui est une sorcière, pareil, son bras droit, qui prône la pureté du sang. Le moment est venu, Norbert. De choisir ton camp. Tu vas quelque part? Non, nous allons quelque part. Extra! Donc, dans les scènes suivantes, on réalise que les acolytes de Norbert sont réunis, c'est-à-dire Tina, Jacob et Queenie. Donc on voit Tina qui enquête dans les rues sombres de Paris. Et surtout, on retrouve Jacob Kowalski. Jacob qui est censé avoir tout oublié à cause du venin du démon des merveilles avec lequel il a été en contact. Car le venin du démon des merveilles a, a comme faculté de faire tout simplement disparaître les mauvais souvenirs. Donc c'est une sorte de moyen de oublier quelqu'un. Bon, on a vu vers la fin du film des Animaux Fantastiques 1 que Jacob faisait des pâtisseries en forme des animaux fantastiques qu'il avait rencontrés durant ses aventures. Du coup, on peut penser que le venin a une certaine peut-être limite dans le temps ou une certaine limite dans l'effacement des souvenirs. Et donc on peut penser que tous les souvenirs lui sont revenus de lui-même. Ou alors, on peut penser tout simplement que Norbert a réussi à créer un antidote. Ou alors, tout simplement, on peut penser aussi que Norbert est venu une seconde fois chercher son ami Jacob pour le convaincre de tout simplement le rejoindre dans de nouvelles aventures, mais cette fois-ci des aventures qui auront lieu à Paris, et pas forcément avec des créatures fantastiques, mais plutôt avec Grindelwald. Donc là, c'est une scène hyper rapide, mais en fait hyper importante car ça nous donne beaucoup d'infos. Tout simplement, on retrouve donc une jeune, ce qui semble être une jeune sorcière typée asiatique qu'on ne connaît pas vraiment et accompagnée surtout donc de croyances
donc l'Obscurial qui était dans les Animaux Fantastiques 1. Donc tout simplement, ce n'est pas anodin qu'ils soient là, donc évidemment ils n'ont pas réussi à détruire Croyance avec leur simple sort dans le premier film. Et en fait, tout simplement, euh, Croyance s'est réfugiée dans un cirque ambulant qui est en fait un freak show avec donc toutes sortes de monstres de foire. Donc il s'y est réfugié et ce fameux cirque ambulant a tout simplement fait une tournée et s'est rendu à Paris. Donc je pense que c'est ça en fait la clé de l'histoire et la clé de la mission de Dumbledore et de Dragono. Ils se rendent à Paris tout simplement car Croyance se trouve à Paris et ils savent que Gellert convoite Croyance, je ne sais pour quelle raison. Mais ce n'est pas tout car c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut penser. Donc tout simplement je vais vite fait vous présenter la jeune fille qui se trouve avec lui. Donc c'est une jeune fille qui fait partie donc, de ce cirque et qui est en fait, j'ignore son identité, mais c'est une malédictus. Donc qu'est-ce qu'un malédictus? C'est tout simplement quelqu'un qui a une malédiction du sang. Et donc un malédictus peut être un loup-garou, mais celle-ci n'est pas un loup-garou car le loup-garou est un malédictus qui subit donc les influences du cycle lunaire, alors que euh, cette malédictus est tout simplement une malédictus qui a un cycle de transformation beaucoup plus complexe. Donc voilà, je sais pas quelle importance elle aura dans ce récit, je pense que ça va être plutôt une histoire d'amour avec Croyance. En tout cas, ils ont l'air d'être très amis et de s'être bien retrouvés dans ce cirque. Mais ce qu'il faut savoir sur Croyance, que l'on va découvrir, on voit dans une scène plus loin, mais j'ai pas fait de coupure à ce moment-là, et en fait on voit un arbre généalogique dans les égouts de Paris, et en fait dans cet arbre généalogique on découvre qui sont les véritables parents de Croyance, car il faut savoir que Croyance a été adoptée à New York par une moldue qui s'appelle Marilou Belbos, et qui a donc rebaptisé cet enfant Croyance Belbos. Mais à l'origine, en fait, Croyance est le fils de Corvus Lestrange V et de Clarisse Tremblay, qui, elle, est morte à la naissance donc, de Corvus IV, qui est donc Croyance, en fait, qui a été par la suite rebaptisé donc Croyance Belbos par Marie-Lou Belbos. Et donc, en fait, Croyance est un Lestrange, et c'est le demi-frère de Leta Lestrange, qui, elle, est la fille de Corvus IV et de Lorena Kama. Et donc voilà, ça met aussi en perspective ce qui va se passer. Tout simplement, peut-être que Leta veut retrouver son demi-frère. Peut-être qu'elle est au courant, je l'ignore, mais en tous les cas, Croyance, donc Corvus IV, provient d'une donc puissante famille de sorciers qui revendiquent le sang pur. Donc ça remet une deuxième problématique dans ce récit. Donc j'ignore pourquoi l'intérêt de Gellert pour Croyance, hormis son Obscurus. Mais voilà, c'est donc très intéressant. On peut se dire qu'il va avoir d'autres péripéties avec les Lestrange. Et du coup, je commence à me demander si les Lestrange ne sont pas tout simplement une famille française, car leur arbre généalogique se trouve donc dans les égouts de Paris. Donc voilà. Et donc si vous regardez bien dans quelques scènes de cette bande-annonce, on voit l'arbre généalogique dans les égouts de Paris. Cette scène, je peux pas trop vous l'expliquer. On retrouve donc Queenie dans cet endroit avec tout simplement des vitraux qui représentent tout simplement des créatures fantastiques. J'ignore si c'est un bâtiment consacré à la magijologie ou quoi que ce soit. J'ignore si ça se trouve à Paris, si ça se trouve à Londres
ou si c'est à New York, j'ignore totalement. J'ai aucun renseignement sur cette scène, mais je trouve que c'est intéressant et ça nous décrit un autre lieu du film. Donc voilà, enfin on nous présente l'État Lestrange. Donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la fiancée du grand frère de Norbert Dragono, Thésée Dragono, et c'est donc la demi-sœur donc de Croyance Belboss, qui a été adoptée par Marie-Lou Belboss, mais qui est en fait donc le demi-frère de l'État Lestrange, car ils ont le même père qui est Corvus IV Lestrange, et donc Croyance s'appelle en réalité Corvus V Lestrange, et non Croyance Belboss, qui est donc son nom que Marie-Lou Belboss lui a donné, qui est son nom de moldu. Donc le fameux cirque Arcanus, qui est un musée de curiosités vivantes. Évidemment, on comprend vite que c'est pas un cirque tout simplement banal, mais plutôt un cirque de sorciers avec tout simplement de la magie, et qui est vraiment le lien principal de cette histoire. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Donc là, on retrouve enfin dans cette bande-annonce clairement Gellert Grindelwald qui semble se faire donc conduire à sans doute un nouveau lieu d'emprisonnement, tout simplement car Gellert est un sorcier qui est issu de Darmstrong, donc des pays de l'Est, donc je pense qu'il peut pas tout simplement être jugé au Makusa. Donc je pense qu'il est rapatrié en Europe. Et je pense que il a donc très mal vécu son année d'emprisonnement. On voit qu'il a été complètement ravagé physiquement. Et peut-être est-ce maintenant donc la scène où on va voir dans le film en novembre Gellert qui va enfin s'évader de son emprisonnement par le Makusa, qui l'a enfermé du coup durant une année. Il faut que ce soit... Donc là, on voit Albus qui dit clairement à Norbert que c'est à lui d'arrêter la personne. Là, je ne peux pas vous certifier s'il parle de Gellert Grindelwald ou de quelqu'un d'autre, mais j'aurais tendance à penser que c'est peut-être Gellert. Mais d'un côté, c'est pas vraiment clair parce que il lui dit que lui ne peut pas, mais pour quelle raison? Je sais pas si c'est à cause de ses sentiments, car donc il faut savoir que donc J.K. Rowling a révélé que donc Albus était amoureux de Gellert Grindelwald. Donc il faut savoir que ça fait donc à partir de ce film, ça fera donc 26 ans que les deux, donc Gellert et Albus se connaissent. Ils se sont rencontrés alors que donc Gellert avait 16 ans et Albus en avait 18. En fait, Gellert s'est fait renvoyer de Darmstrong car il faisait vraiment usage de magie noire, et voilà. Il est donc allé vivre à Godric Hollow chez sa tante Bathilda Tournesac, qui était tout simplement la voisine de Dumbledore. Et c'est là où ils se sont rencontrés, c'est là où ils ont commencé à échanger des lettres, à se rencontrer et à parler des reliques de la mort, et être donc fascinés par le pouvoir et la quête du pouvoir, la quête de ces reliques de la mort pour la suprématie. Donc voilà. Et en fait, après leur dispute qui a causé la mort d'Ariana Dumbledore, Gellert a décidé de partir donc en Europe de l'Est une nouvelle fois, tout simplement pour ne pas ébruiter cette affaire, car il avait déjà de nombreux problèmes à cause de toutes les bêtises qu'il avait fait à Armstrong. Donc là, on retrouve Norbert et son frère Thésée en plein combat. Ça semble être une sorte de combat final, quelque chose de très puissant. On ignore qui c'est ou ce que c'est. Est-ce que c'est un combat contre Gellert Grindelwald? Est-ce que c'est un combat contre Croyance l'Obscurial? On l'ignore, on peut pas savoir. En tout cas, ils ont l'air de combattre côte à côte. Donc on peut penser que c'est donc le dénouement, que Thésée a peut-être
choisi son camp et a décidé de rejoindre le camp de son frère, en supposant que mes théories précédentes soient justes. Donc voilà, je l'ignore totalement. En tout cas, ça a l'air d'être un combat très puissant qui semble être difficile à mener. Et voilà enfin notre symbole des reliques de la mort de retour. Donc voilà, il faut savoir que c'est un lien très important, car tout simplement c'est le lien qui unit Albus et Gellert, donc dans leur quête du pouvoir. Peut-être plus à cette époque pour Albus, mais en tout cas pour Gellert c'est toujours présent. Je pense que dans ce film, Gellert est déjà en possession de la baguette de Suro. Je sais pas s'il la détient encore étant donné qu'il a été emprisonné par Makusa. En tout cas, ça semble être l'une des clés de l'histoire car le symbole apparaît. Je sais pas si c'est un effet pour la bande-annonce ou si c'est tiré d'une scène. En tout cas, ça semble annoncer qu'il y a comme thème ou sous-thème les reliques de la mort dans ce second opus. On reste donc sur le thème des reliques de la mort avec ce titre, donc les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, avec le I qui est la baguette de Suro et le A de Grindelwald qui est donc la cape d'invisibilité. En français, sans pas avoir de pierre de résurrection dans le titre. En revanche, dans le titre en anglais, donc The Crimes of Grindelwald, on peut penser que le O de Off pourrait être la pierre de résurrection. Après, je sais pas si j'extrapole ou quoi. Je sais pas s'il y a un réel genre sens ou si c'est plus un jeu, un effet esthétique. En tout cas, c'est clairement fait pour penser aux reliques de la mort. Je sais pas si donc dans ce film, étant donné qu'on parle des crimes de Grindelwald, s'il y aura beaucoup de flashbacks sur le passé de Grindelwald, ou bien si ça va rester dans ses crimes présents, c'est-à-dire en 1927 si je ne m'abuse. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'affrontement entre Albus et Grindelwald dans ce film, étant donné que leur affrontement final aura lieu uniquement en 1945. Donc ne vous attendez pas à un combat entre ces deux géants de la magie. Donc voilà. Donc juste avant de se quitter, je vais vous faire un petit bonus. Donc j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait quelques petits calculs pour un peu savoir l'âge des différents protagonistes. Je pense que ça peut aider un peu pour, je sais pas, se mettre un peu plus dans la réalité. Donc voilà, donc déjà, je l'avais déjà dit, donc Albus a 2 ans de différence avec Gellert. Ça fait 26 ans qu'ils se connaissent, donc à partir de ce film, c'est-à-dire 1927. Ils se sont connus alors que Albus avait 18 ans et Gellert avait 16 ans seulement. Et ils se sont connus seulement quelques mois. Cependant, ça n'a pas empêché pour Albus de tomber red dingue amoureux de Gellert. Après, peut-être ce qui peut vous aider aussi, c'est qu'il faut savoir que donc Albus Dumbledore a 16 ans de différence avec Norbert Dragono. Et après, moi, pour mes calculs, en fait, je me suis aidé du fait que le premier tome d'Harry Potter se déroule en 1991, c'est-à-dire donc, je dirais 66 ans avant donc ce film-là qui se déroule en 1927. Donc nos deux protagonistes devraient avoir environ, donc Albus devrait avoir dans ce film 46 ans et Norbert 30 ans. Et donc, c'est-à-dire 44 ans pour Gellert. Ensuite, Porpentina, elle devrait en avoir 26, Queenie 25 et Jacob 27. Et donc là, vous devez être en mode genre, what? Genre, tu déconnes? Ouais, effectivement, genre, je pense qu'il y a eu un petit peu une erreur de casting car les personnages, bon, disons que ça peut aller, mais il y a quand même en moyenne environ une dizaine d'années de plus dans la vraie vie pour chaque personnage. Enfin, je parle des jeunes principalement. Après, pour en ce qui concerne Gellert et Albus, Jude Law et
Johnny Depp sont assez fidèles niveau âge et je trouve que ça passe très bien. En revanche, pour les autres, je pense que ça passe un peu moins bien. Parce qu'il faut savoir que Eddie Redmayne a, lui, 36 ans, que Catherine Waterston a 38 ans et que Alison Sewell en a 34. Et alors là, Dan Folger en a 42, pardon. Donc voilà, et il doit jouer quelqu'un qui en a 27. Donc bon, on est d'accord, voilà quoi. C'est pas l'idéal quoi, niveau âge et représentation des différents acteurs. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu renseigné sur ce qui va probablement se passer dans le film. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous aimez. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos ou pas. Franchement, c'était plus pour vous partager tout simplement ce que j'avais découvert moi. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'avez pas aimé aussi, je m'excuse vraiment pour la qualité de cette vidéo vu que c'est la première vidéo que je fais. Donc voilà, je vous laisse, à tout bientôt.